Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit hier, on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus Synthé. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 3-5-2 de Laurent Batles. Est-ce la solution? On sait que ce système-là, il aimait beaucoup le mettre en place quand il était à 3. C'est d'ailleurs avec celui-ci qu'il est monté en Ligue 1. Il a essayé de le remettre en début de saison avec Saint-Etienne, ça n'a pas bien fonctionné. Il était repassé à 4, puis repassé à 5 défenseurs à 3 jusqu'à la défaite contre Metz sur le score de 3-2, où il était revenu à une défense à 4. Ça n'a pas forcément mieux fonctionné, même si ensuite de bons résultats se sont enchaînés avec un nul contre Caen, une victoire contre Laval, une victoire contre Niort. Et derrière, il y a eu deux défaites, celle contre Sochaux et celle contre Bastia. Laurent Batles est ensuite repassé à 5. Avec ses nouvelles recrues du mercato hivernal, il s'était dit que ce système pourrait bien fonctionner et ça a été le cas puisque Saint-Etienne s'est imposé 2 fois consécutivement contre Annecy et contre Dijon. Donc là aujourd'hui on va se demander si ce système est la solution. Est-ce que Laurent Batles doit jouer avec cela? Pour cela on va s'appuyer sur les 2 derniers matchs de Saint-Etienne, Annecy et Dijon. Alors contre Annecy c'était un peu différent parce que sur les phases défensives on était à 4 derrière et sur les phases offensives à 3. C'était vraiment un système hybride, ce qui était complètement différent contre Dijon. Il y a quelque chose qui peut changer la donne, c'est également l'absence de Gaëtan Charbonnier. Comme je vous l'ai dit hier, il s'est blessé, rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, du ligament croisé antérieur du genou droit. Du coup, Gaëtan Charbonnier est absent jusqu'à la fin de la saison et Laurent Batles ne pourra pas compter dessus. C'est un homme qui est très important dans son dispositif, comme vous le savez, pour l'attaque de Saint-Etienne. Il a marqué des buts importants. D'ailleurs, il a même fait une très belle passe décisive à Jean-Philippe Crasso lors de son dernier match. Mais en tout cas, dans les matchs qu'on va analyser, Gaëtan Charbonnier n'était pas forcément très présent non plus, puisqu'il était absent contre Annecy et il était contre Dijon, du coup, absent plus de la moitié du match. Il est sorti à la 27e, 28e minute de jeu. Donc, on a joué 60-65 minutes sans Gaëtan Charbonnier et on a quand même réussi à tenir et même à marquer. Après, attention, c'est un joueur qui est très important. Là, c'était Dijon, c'était Annecy, c'est des équipes qui sont quand même assez faibles par rapport à celles qu'on va affronter prochainement, comme Le Havre, comme Caen, comme Bordeaux, voilà, toutes les équipes qui sont devant et ça va être bien différent. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à cela. J'ai pris les résumés de Beansport. Malheureusement, j'ai pas pu faire des captures d'écran sur le match en entier parce que ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir des droits d'auteur. L'écran est noir. Donc j'ai pu prendre que les résumés. Et comme vous le savez, dans les résumés, il y a que les moments les plus intéressants, forcément. Donc on ne pourra pas forcément tout juger. Mais j'ai quand même relevé des aspects positifs, des aspects négatifs. Voilà, on va s'intéresser à tout ça dans cette vidéo. On va d'abord parler de la défense, puis du milieu de terrain et de l'attaque. Voilà, maintenant je vous propose de commencer directement cette analyse. Voilà, comme vous le savez, l'objectif de ces vidéos, c'est qu'elles ne soient pas trop longues. À mon avis, celle-là, elle va être un petit peu longue parce que j'ai quand même pas mal de diapositives à vous passer. Mais on va commencer tout d'abord par cette défense. J'ai pris que le match contre Dijon puisqu'on s'intéresse vraiment à ce système à 3 défenseurs. Et c'était le cas contre Dijon. C'était pas pareil face à Annecy. Donc là, on voit bien ce dispositif à 3 défenseurs avec Léo Petro, qui est un peu le chef d'orchestre de cette défense. C'est vraiment lui qui organisait la défense stéphanoise. On avait également Seydou Sow qui a fait un bon match et Denis Sapia qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, mais qui a quand même été très important dans la défense stéphanoise parce que au final, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont passées. Malheureusement, j'ai pas pu relever grand-chose au niveau de la défense parce que Dijon a été très faible. Mais là, on peut observer un peu le système de Laurent Batles avec ses milieux de terrain-là également, Monconduit, Bouchouari, Jean-Philippe Crasso également qui revenait, Wadji qui était un petit peu plus haut et Mathieu Cafaro, Nils Nkunku également qui était présent et puis Victor Lobry qu'on observe ici. Donc on voit un peu ce système que Laurent Batles a mis en place. Mais en tout cas, la défense, elle a plutôt bien tenu la route. Il n'y a pas eu grand-chose à faire, mais Léo Petro a très bien organisé. Il a toujours été présent, notamment au niveau des tacles. J'ai quand même relevé un petit défaut, c'est peut-être de la passivité. À certains moments, ça arrive. On sait qu'à Saint-Etienne, on a toujours cette tendance à être un peu passif. Et là, il y a beaucoup d'espaces qui sont laissés. Là, c'était une attaque de Dijon et c'était une des attaques les plus dangereuses d'ailleurs. On voit encore une fois, il y a un Dijonais là qui est tout seul sur cette action. La défense qui, voilà, qui est un peu pris au dépourvu alors qu'on est seulement au milieu de terrain. Mais tout de suite, ça va être très dangereux. Jean-Philippe Crasso qui va se faire passer. Voilà. Ensuite, on a Victor Lobry qui essaye de revenir, mais ça va pas être mieux. Il va rater son tacle. Et on voit une nouvelle fois, là, il y a beaucoup d'espace. Et le Dijonais va pouvoir continuer
à provoquer sur cette action. On voit Léo Petro là qui va un peu observer, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Finalement, il revient aider ses partenaires en défense. Et là, heureusement qu'il fait un formidable retour, je pense qu'il avait bien lu le jeu. Et la passe, elle est peut-être pas forcément très forte non plus. Et Léo Petro a le temps de se retourner. Il va faire un super tacle et il va voilà sauver un peu Gauthier Larsonneur, la défense stéphanoise. Mais voilà, sinon j'ai pas relevé grand chose d'autre. J'ai trouvé qu'on a fait plutôt un match cohérent en défense avec un Léo Petro qui était omniprésent au niveau des tacles et des joueurs qui étaient bien placés, qui n'hésitaient pas à aller plus que leur fonction, c'est-à-dire ils n'hésitaient pas à défendre sur un côté. À un moment donné, on a Seydousso qui allait gratter un ballon juste ici durant le match, même un peu plus haut, en s'y reprenant 2-3 fois pour son tacle et finalement c'était une réussite pour lui. Des joueurs qui n'ont pas été avares d'efforts du tout, qui ont vraiment mis en perspective leur qualité. On avait une grosse solidarité et des côtés qui étaient vraiment très bien gardés, ce qui a empêché vraiment les Dijonais d'être dangereux et d'être efficaces, même s'ils ont été peut-être un peu plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est assez différent, c'est parce qu'ils étaient bien tirés, notamment Gauthier Larsonneur qui a fait une belle frappe. Là, il est allé la chercher dans sa lucarne gauche. Son arrêt, il était vraiment très beau à cet endroit-là. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand-chose à relever. Après, je parlerai plutôt de Cafaro et Nkunku plus tard. Mais si j'ai quelque chose à reprocher, voilà, c'est peut-être que ça a été dur pour eux, mais on sait que c'est pas des défenseurs. Hein. Bah, Nkunku, normalement si, mais il n'a pas trop montré de qualité défensive. Voilà, j'ai terminé pour la partie milieu, défense. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Normalement, ça devrait être un peu plus long. J'ai plus de diapositives. Alors voilà, pour parler du milieu de terrain, là, j'ai pris le match contre Annecy, du coup, et il y aura celui aussi contre Dijon. Voilà, j'ai pris la 26e seconde de jeu. Je trouve que c'est flagrant de ce qui se passe. Une très très grosse intensité mise d'entrée de jeu. Il y a d'abord, j'ai pas mis, mais Bouchouari qui s'était bien battu juste ici. Et ensuite, c'est Thomas Moconduit qui n'hésite pas à aller au contact. Il me semble que c'est avec Vincent Pajot. Et ça fait mal. Mais en tout cas, on voit que directement Saint-Etienne a voulu mettre de l'intensité, du contact. Et ça, c'est des choses qu'on avait du mal à mettre sur les derniers matchs. On l'avait bien fait d'ailleurs dans les victoires contre Niort et contre Laval, mais ça avait un petit peu disparu. Et là, je voulais louer ça, ce milieu de terrain qui était important dans le contact mis, dans le pressing, dans l'intensité. Et ça a empêché un peu plus nos adversaires de se créer des occasions. Donc voilà, sinon ce que je voulais relever également, c'est des joueurs qui se trouvent beaucoup mieux, qui n'hésitent pas à se projeter vers l'avant, des joueurs qui connaissent vraiment leur poste, qui savent où ils doivent être placés. Et ça a été d'une importance parce que là, ce ballon, on peut imaginer qu'il va aller derrière. Je crois que c'est Thomas Monconduit, mais non, ce ballon, Thomas Monconduit va le contrôler et va tout de suite aller vers l'avant pour trouver ses partenaires, Aymen Wefek. Et ça va mener à la première grosse occasion de la Saint-Etienne durant ce match, puisqu'ensuite Cafaro va être superbement servi sur son côté. Et ensuite, il va filer en direction du but et il va centrer pour Ibrahima Wadji très bien placé dans la surface. Mais il va y avoir un très bel arrêt de Escalès, le portier donc de Annecy. Mais voilà, directement, on voit des joueurs qui sont bien placés, qui sont à leur poste. Et je pense que ce 3-5-2 est important là-dedans parce que dans ce système, les joueurs stéphanois savent où ils doivent se mettre. On joue avec 3 milieux de terrain, donc ça, c'est un avantage par rapport au 4-4-2 où on a plutôt des joueurs sur les côtés. Là, on a moins un déficit au milieu de terrain. C'est ce qu'on pouvait reprocher contre Bastia. Notamment, on avait été mis en difficulté 2 milieux de terrain contre 3. Donc forcément, ça avait été difficile. Mais là, j'ai beaucoup apprécié le fait que contre Annecy, et contre Dijon, on se retrouvait avec 3 milieux de terrain. Pour moi, c'était vraiment d'une importance capitale. Si on doit relever quelques défauts quand même, c'est attention, il y a souvent des espaces qui sont laissés, comme j'avais montré en défense tout à l'heure, contre Dijon. On sait que si Saint-Etienne se projette vers l'avant, voilà, ça va tout de suite créer des espaces. Et surtout, c'était un peu le cas contre Annecy, parce que pour le coup, là, on a joué un peu avec 2 milieux de terrain, comme je l'ai dit, dans les phases défensives. Donc là, on le voit, on est à 4 derrière, avec Thomas Moconduit, qui jouait en tant que défenseur central, quasiment exclusivement en défense. On le voit d'ailleurs sur ce diaporama. Et là, ça laisse une nouvelle fois pas mal d'espace, comme contre Dijon, comme j'ai montré tout à l'heure. Et les joueurs qui peuvent plutôt réussir à casser des lignes. Vous voyez là les 4 défenseurs qui sont complètement collés à cet endroit-là. Denis Sapia qui est très très loin de son côté droit. Et ensuite, ça peut créer des bonnes situations pour cette équipe d'Annecy. Donc voilà, si je dois relever encore quelque chose, c'est que des fois, quand on se projette, attention à ne pas trop s'exposer au danger parce que c'est quand même
assez souvent le cas pour Saint-Étienne. Maintenant, donc ça, c'est une autre occasion que je voulais montrer avec des joueurs qui se trouvaient bien. Là, une nouvelle fois, on a une superbe passe réalisée par un joueur stéphanois. Ça doit être Thomas Monconduit, si je ne me trompe pas, qui va superbement trouver Niels Nkounkou sur ce côté et ça va mener à des situations, une nouvelle fois, qui sont très très dangereuses. Une nouvelle fois, là, à la 43e minute, je lis mes notes parce que j'ai quand même pris des notes avant pour que je me souvienne bien des actions. On a des positionnements, voilà, qui semblent beaucoup plus clairs, des joueurs qui savent se mettre entre les lignes et qui arrivent à anticiper et à récupérer des ballons. On voit qu'on a un gros pressing là de la part des Stéphanois et tout de suite, hop, on a un Thomas Monconduit qui est superbement bien placé entre les lignes et qui peut anticiper, prendre le ballon. Et ça nous permet d'ailleurs de se projeter beaucoup plus rapidement vers l'avant. Alors là, on va relever cette action également contre Dijon. Donc c'est pareil, c'était en début de match. Je voulais dire attention à la perte de balle parce qu'on sait que voilà, ça peut être dangereux. Il y a des espaces qui sont laissés qui peuvent permettre aux Dijonnais de se projeter. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être retrouvés assez facilement avec des joueurs stéphanois qui sont plutôt situés dans la même zone. Nielsen Nkunku qui est encore très loin du porteur de balle. Voilà, on voit un peu de passivité. Attention contre les plus grosses équipes, ça va être compliqué si on joue de cette manière-là. Mais Dijon a été passif, donc c'est passé. Mais je tenais quand même à relever ces aspects de passivité-là. À la 38e minute de jeu, donc je voulais montrer pareil que lors du match contre Annecy, c'est pareil, des joueurs qui se trouvent très bien. Donc on voit ces trois défenseurs-là. C'est la même action, c'est le but de Benjamin Bouchouari. Même si le but est un poil chanceux, l'action, elle est quand même très bien construite avec un Thomas Monconduit qui va être bien trouvé, qui va se retourner et qui va ensuite trouver Jean-Philippe Crasso qui est bien placé. Voilà, les joueurs savent où ils sont. On voyait un Thomas Monconduit qui arrive beaucoup plus à se retourner, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison. Et quand un joueur fait ça, ça nous aide à avoir des meilleures occasions. Et ensuite, Bouchouari qui va être trouvé. J'ai pas mis la frappe, mais ensuite qui va frapper. Et comme vous le savez, qui va marquer son but avec l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, j'ai terminé avec ce milieu de terrain qui semble être très important. Comme je l'ai dit, quand on joue à 3, eh ben, ça nous permet tout simplement d'être mieux au milieu de terrain. Ça nous permet de pouvoir bloquer ce milieu de terrain, d'avoir la possession du ballon et de mieux construire nos occasions. Les joueurs savent où ils doivent se placer et arrivent mieux à trouver les joueurs adverses. Et en plus, on a les pistons sur les côtés avec Nkunku qui a souvent beaucoup d'espace ou encore Mathieu Cafaro, je crois qu'il est juste là. Et ça nous permet tout simplement de pouvoir avoir plus de solutions et les joueurs voilà, qui se trouvent un peu les yeux fermés et qui arrivent mieux à se retourner. Et en plus, on a des joueurs qui ont des belles qualités techniques avec Thomas Monconduit, avec Bouchouari au milieu de terrain, même Victor Lobry et ensuite Jean-Philippe Crasso devant, comme vous le savez. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et on peut mieux l'exprimer, je trouve, dans un système en 3-5-2. Donc voilà pour cet aspect au milieu de terrain que je trouve vraiment satisfaisant, même si des fois, attention, il peut y avoir un déficit quand on se projette trop vers l'avant, mais ça c'était surtout contre Annecy, quand on jouait avec un système hybride. On sait que c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut savoir se replacer rapidement et ça, ce n'est pas facile, plutôt que quand on joue avec un système qui est le même, que ce soit en défense ou en attaque. Maintenant, on va terminer avec la dernière partie de cette vidéo. On va parler de l'attaque. Maintenant, on va passer à l'aspect offensif de cette vidéo. Ça va certainement être la partie la plus longue. Il y a quelque chose qui changeait radicalement entre Annecy et entre Dijon. On demandait moins d'efforts à nos joueurs offensifs, à nos pistons, Mathieu Cafaro et Niels Nkunku, ce qui leur a permis d'être beaucoup plus efficaces face à Annecy. Contre Dijon, ils étaient plus discrets parce qu'on leur demandait des tâches défensives et c'est très compliqué d'occuper tout ce couloir-là. C'est un couloir, voilà, il y a beaucoup d'espace. En défense, il faut revenir. Et contre Annecy, c'était pas pareil parce que il fallait pas revenir. Il y avait 4 défenseurs qui se mettaient directement en marche. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans les projections contre Annecy, c'est que voilà, c'était des projections qui étaient dangereuses. Mathieu Cafaro qui a fait un formidable travail sur son côté avec des gros débordements capables d'enchaîner les courses. Forcément, quand il n'y a pas l'aspect défensif, c'est plus facile de faire cela. On voit qu'il était important. Là, c'est la première occasion, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il va être très lucide même, réaliser un bon centre et on oublie l'appel de balle d'Ibrahima Wadji, mais il est très bon. Voilà, c'est lui qui va être le premier. Là, il est quand même derrière et hop, il arrive à se projeter. Et ça, c'est, je pense que Laurent Battès a demandé parce qu'on le voit beaucoup dans les différentes phases, que ce soit Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Crasso, Gaëtan Charbonnier. On voit des joueurs qui coupent au premier poteau et ça permet d'avoir des occasions qui sont beaucoup plus dangereuses.
Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cela. Avec les pistons qui filent sur les côtés, qui font des centres à ras de terre notamment. On sait qu'on a du mal avec les centres en l'air. Et ces centres à ras de terre qui sont souvent bien repris par les joueurs stéphanois, même s'ils n'ont pas fini au fond. Mais ça mène à des occasions très dangereuses. Et Scalès a fait un très bel arrêt sur cette action-là. Voilà, maintenant on peut montrer des autres occasions. Entre guillemets, il y a de la grosse passivité, bien sûr, dans cette défense d'Annecy, ça il faut le souligner aussi. Mais là, c'est Nils Nkunku qui est là. On vient de prendre le premier but. Et Nils Nkunku qui est juste là et qui va hop, faire un appel à la limite du hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu sur cette action. Nils Nkunku qui va mettre un très beau ballon, parce que ça, il faut souligner aussi. C'est pas évident de trouver Wadji comme ça. Et là, voilà. Après, il y a une grosse passivité, comme j'ai dit, de cette défense d'Annecy. Ça ne marche pas contre tout le monde, bien sûr. Mais Ibrahima Wadji qui va être là et qui va même être lucide devant le but. Ça, c'est quelque chose qui lui manquait. Et cette qualité, il l'a améliorée sur ses derniers matchs. Donc, ça fait plaisir à voir. Vraiment lucide. Je voulais mettre, voilà, il a un coup d'œil à droite pour regarder s'il n'y a pas une solution. Comme on le voit, il n'y en a pas forcément. Les joueurs sont plus en retard. Et ensuite, il va avoir un coup d'œil sur le gardien et il va parfaitement l'ajuster et égaliser pour l'AS Saint-Etienne. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ce dispositif, comme je l'ai dit, il offre beaucoup d'espace au piston. C'est qui ça? C'est Mathieu Cafaro qui va avoir un énorme espace et qui en plus ne va pas hésiter à prendre sa chance. Je l'ai dit, il faut frapper, il faut tenter. On a des joueurs qui ont une bonne frappe de balle. C'est le cas de Mathieu Cafaro. Il va tirer et ça passe pas loin des cages, donc du portier d'Annecy. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, les joueurs qui tentent de plus en plus. Et c'est ce qu'il faut faire. On a des possibilités de centre également avec ces joueurs, donc avec ces pistons. Mathieu Cafaro qui l'a très bien fait. Ça, c'est Jean-Philippe Crasso qui va marquer. Bon, bien sûr, hein, la défense d'Annecy laisse à désirer. Tous les joueurs sont dans le même espace. Mais Jean-Philippe Crasso qui va mettre une belle tête, un beau centre signé Mathieu Cafaro. Ça fait plaisir à voir. Comme je l'ai dit, il y a de la présence dans la surface. Et ça, c'est une très bonne chose. Même le piston de l'autre côté, là, ça doit être Nils Nkunku, je crois, qui est présent. On retrouve Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Crasso. Bref, il y a du beau monde dans cette surface de réparation. Et ça nous aide. Le 3-5-2 offre vraiment ces possibilités-là avec les pistons qui n'hésitent pas à se projeter dans la surface adverse. Ensuite, à la 72e minute de jeu, qu'est-ce que j'ai marqué? Une autre action qui ressemble à celle à 7 minutes 55. Voilà, c'est au niveau des gros débordements. Cette fois, c'est pas Mathieu Cafaro, mais c'est Nils Nkunku qui va tout de suite prendre cet espace et qui va centrer. Et ça, voilà, c'est une bonne chose. Une nouvelle fois, des centres à ras de terre. On voit que Jean-Philippe Crasso se situe là. Des joueurs qui font des appels de balles, de la présence dans la surface. Toutes les possibilités qu'offre ce 3-5-2. Vraiment, il faut des joueurs percutants, techniques et qui apportent de la vitesse sur les côtés. Et ça permet d'être vraiment dangereux. Mais voilà, ça c'est quand ça marche bien, ça marche bien. Mais quand ça marche pas, le 3-5-2, bah, c'est difficile. On l'avait vu notamment en début de saison et puis même sous Pascal Duprat la saison dernière. Voilà pour cette occasion. Ce système permet, une nouvelle fois, je parle tout le temps des pistons, mais je trouve qu'ils sont ultra importants. Ils ont vraiment une importance capitale. Là, c'est le magnifique but de Mathieu Cafaro. Mais que dire de cette passe, de ce renversement de jeu de la part de Nils Nkunku? Ça va du piston gauche au piston droit et ça permet tout simplement de casser énormément de lignes. Et derrière, Mathieu Cafaro qui enchaîne et qui marque. Je voulais le mettre quand même parce que ce but, il est magnifique. Bon, ce but, bien sûr, on ne le met pas tous les jours, mais quand même, on peut renverser le jeu. Il y a des solutions qui s'offrent. Et une nouvelle fois, il y a de la présence quand même dans la surface de joueurs qui sont situés juste là. Voilà, comme d'habitude, ça permet tout simplement d'être un petit peu plus dangereux. Donc ça, c'était rien que pour le match contre Annecy. Si on passe à celui contre Dijon, il y a eu également des possibilités de centre. Nils Nkunku qui trouve Gaëtan Charbonnier et Gaëtan Charbonnier qui va tout simplement frapper, comme je l'ai dit, un appel de balle en direction du premier poteau. Ça, c'est des choses qu'on exploite de plus en plus. Avec voilà, c'était pour ça que c'était important notamment d'avoir Gaëtan Charbonnier dans les phases offensives. Il a une énorme présence dans la surface de réparation à 11 minutes 43 secondes. Qu'est-ce que j'ai marqué? Des super combinaisons, de la lucidité devant le but. Voilà. Ah oui, ça doit être le but d'ailleurs de l'AS Saint-Etienne. Un superbe travail, super combinaison. Voilà, c'est les joueurs qui se trouvent, qui savent où ils doivent se placer. Tout le monde au bon endroit. Gaëtan Charbonnier sait où il doit être. Mathieu Cafaro sait où il doit l'être. Tout le monde, Nkunku. Bref, vous voyez, tout le monde a son beau positionnement sur le terrain et ça offre de nombreuses solutions. La qualité technique de Crasso, vous la connaissez. Il trouve Gaëtan Charbonnier et ensuite un bel 1-2 entre les deux joueurs.
Gaëtan Charbonnier qui retrouve Jean-Philippe Crasso, qui marque un superbe but, et ça c'était vraiment mérité. Une belle combinaison. Les buts depuis le début de la saison, ils sont vraiment beaux pour la plupart. Et depuis quelques temps d'ailleurs, ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus travaillés depuis le mercato hivernal. Et ça fait plaisir de voir une équipe de Saint-Etienne qui semble un peu retrouver de la lucidité et une belle qualité technique. Mais attention cependant, il semble quand même y avoir une crasso-dépendance, il est impliqué sur plus de 50% des buts. Il ne faudrait pas qu'il lui arrive un problème non plus. Au bout de 22 minutes de jeu, une nouvelle occasion. Ah oui, je voulais souligner, même si on joue à 3 contre Dijon, vous savez qui c'est qui est juste là? C'est Léo Petro. Léo Petro qui s'est projeté vers l'avant. Attention cependant, ça peut offrir des solutions également au, à l'équipe adverse s'ils arrivent à se montrer dangereux. Mais Léo Petro qui a fait un superbe appel de balle et qui va être servi. Voilà, regardez, il est dans le dos de Nkunku. C'est qui ça? C'est Benjamin Bouchouari qui va ensuite servir Léo Petro. Bon, il va le mettre par terre, hein, le 26. Et après, il va faire une nouvelle fois un centre, un appel de balle au premier poteau. Voilà, comme je l'ai dit, une nouvelle fois, le premier poteau qui est sollicité. Et je pense que ça, c'est une tactique de Laurent Batles depuis quelques temps. C'est ce qu'il a demandé à ses joueurs pour offrir de plus en plus de solutions dans la surface de réparation. Donc voilà pour cet aspect. 38e minute de jeu. Une nouvelle fois, plusieurs possibilités vont s'offrir aux porteurs de balles. Voilà, il y a de l'espace là, il y a de l'espace ici, il y a de l'espace là. Bref, que de choix pour Benjamin Bouchouari. C'est son but, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper et il va marquer. Voilà. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Je me répète, mais dans le 3-5-2, je trouve que chacun sait où il doit se mettre parce qu'il a sûrement été bien travaillé, mais ça ouvre beaucoup plus de solutions quand on est capable de se projeter vers l'avant. Je suis pas forcément pour ce système de base. J'aime bien ce système, mais quand les équipes savent jouer, ce qui a l'air d'être le cas contre ces deux équipes-là, mais attention, comme je dis, c'est des équipes qui sont plus faibles. Mais après, contre des équipes comme Bordeaux et tout, là, je sais pas par contre si ce système va pouvoir tenir. Ça va être plus compliqué. Mais quand ça marche, il est beau. Sinon, il peut y avoir une très grosse désorganisation. Si on défend et qu'on est tout le temps à 5 derrière, pour le coup, je pense que les joueurs se marchent dessus, c'est plus compliqué. Mais comme c'est nous qui avons la possession du ballon et qu'on se projette, voilà, qu'on fait notre jeu, là, ça nous aide. Dans les phases défensives, c'est plus compliqué pour moi que dans les phases offensives. Donc voilà, ça, 69e minute de jeu. Ouais, je voulais le mettre parce que voilà, c'est beau, c'est Crasso. Il, il se projette, il élimine tout le monde sur son côté, c'est magnifique, c'est splendide. Et ensuite, on va voir Ibrahim Awadji qui va malheureusement rater la tête de très peu, et puis Nils Nkunku qui est là. Et voilà, ah oui, je voulais montrer aussi la course de Nkunku. Vous voyez, Nkunku, il part d'ici. Il part d'ici, Nkunku. Et il file jusqu'au but. Là, on le voit, il est juste là. Il est là. Il a tapé un sprint énorme pour revenir là. Ça aurait été vraiment magnifique s'il pouvait marquer. Mais malheureusement, il n'a pas pu la prendre. Il était un petit peu court derrière et ça a été arrêté. Donc voilà, je voulais montrer ces phases-là. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant ce système de jeu-là, le 3-5-2, quand l'équipe se trouve bien. Attention cependant dans les phases défensives, ça peut laisser des espaces si jamais on se projette trop vers l'avant, ou si on joue contre une équipe qui est meilleure offensivement et qu'on défend à 5 avec des joueurs qui se marchent dessus, comme c'était le cas en début de saison l'année dernière. Mais si ce système marche, pourquoi pas continuer comme ça? Je pense que ça va être le cas contre Nîmes, même s'il n'y a plus Gaëtan Charbonnier, mais comme on l'a vu là dans la plupart des actions, il n'y a plus Charbonnier, c'est souvent Ibrahim Awadji qui est devant. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne chose de continuer là-dessus pour l'instant. Bien sûr, si ce système ne fonctionne pas contre Nîmes, tout va être remis en question. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi le but de se poser des questions, de remettre cela en question. Ça ne marchait pas du tout en début de saison. Mais là, avec le mercato, avec les joueurs qui sont arrivés et les joueurs qui, malgré tout, apprennent à jouer un peu plus ensemble, ça nous aide beaucoup. Et Nkunku a une importance capitale dans ce système quand il est utilisé dans les phases offensives. C'est pour ça que ça peut être compliqué comme des adversaires plus importants parce que Nkunku, il y a pas mal de difficultés défensivement et puis Cafaro, ça va être la même chose de toute façon. Mais en tout cas, je pense que contre Nîmes, il va falloir continuer comme ça. Je ne pense pas que Laurent Batles va changer de toute manière comme ça marche. Et après, pourquoi pas continuer contre Pau. Voilà, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur ce système. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. On se retrouvera pour l'avant-match de Saint-Étienne-Nîmes, match lundi à 20h45. D'ailleurs, le parquage stéphanois est complet, ça fait plaisir. Voilà, il y a pas énormément de places, je crois qu'il y en a 350, quelque chose comme ça, mais toutes les places ont été prises directement par les groupes de supporters.
Donc ça fait plaisir pour un lundi de voir cela. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Encore merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir de vous lire, de parler avec vous tous les jours et d'avoir tous vos avis, bien sûr, dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me fâcher si ça vous va pas. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre avis, j'ai le droit d'avoir le mien. C'est fait pour ça. Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, bien sûr, comme toujours, allez les verts, salut à tous.